Alors maintenant qu'on a vu les deux montages équivalents du Michelson, regardons donc les interférences qu'on obtient avec ce montage. Alors on va commencer par a priori le montage le plus simple, enfin la situation la plus simple, dans laquelle on a un point source, donc une source ponctuelle, monochromatique. Donc pour étudier ce problème, on va utiliser le premier montage équivalent, donc celui avec les deux points sources. Et donc ici, on se place dans la configuration de lambda. Donc ici, les deux points sources sont sur le même axe, mais séparés par la distance 2e, E étant la distance entre les miroirs, par rapport à la lame, enfin la différence de distance par rapport à la lame semi-réfléchissante. Donc c'est l'écart, en gros, entre les deux miroirs. Donc ici, on a représenté l'écran. On se place dans un cas absolument quelconque pour le moment où on place l'écran à une distance d. Hop. Voilà, donc ici c'est fait en 3 dimensions à peu près. Donc ici on a la distance d. On va prendre un axe, donc ici z. Et donc on va s'intéresser à l'intensité issue des interférences en un point quelconque de l'écran. Donc on va placer un point M quelconque, par exemple ici. Et donc on va chercher l'intensité en ce point M. Alors comme d'habitude, ici on a deux points sources cohérents qui ont même intensité, donc on peut utiliser la formule déjà démontrée dans le premier chapitre de l'intensité au point M, qui est 2 fois l'intensité au point M pour une seule des sources, facteur de 1 plus cosinus de pi sur lambda dans le vide, fois la différence de chemin optique ou différence de marche entre les deux rayons issus de chaque source et arrivant en M. Alors donc évidemment, ce qui va compter dans ce problème, c'est cette différence de chemin optique. Donc on va l'exprimer. Alors ici, première chose, puisque l'intensité dépend finalement uniquement de cette différence de distance, on voit que pour que l'intensité soit une constante, c'est-à-dire pour qu'on ait une frange d'isoéclairement, eh bien il faut que la différence entre ces distances soit la même. Or, pour que la différence entre ces distances soit la même, une des possibilités, c'est que chaque distance reste la même. Donc autrement dit, la distance S de M reste une constante et la distance S1M reste une constante. Or, dans cette situation, pour que S1M reste une constante, mais ici, on se voit bien qu'il faut que M se déplace sur un cercle. En fait, c'est un cône qui est coupé par le plan de l'écran. À ce moment-là, S1M, pour tout point M de ce cercle, S1M est égal à une constante, tout comme S de M. Donc lorsque le point M fait un cercle, eh bien S de M moins S1M est bien égal à une constante. Donc c'est pour ça qu'ici, en fait, sans même passer par les calculs, eh bien, on peut deviner que les franges d'isoéclairement vont être des cercles, et non pas des droites, enfin des franges horizontales ou verticales. Donc, sachant cela, eh bien, on va se placer en coordonnées cylindriques. Donc ici, j'introduis mon repère cylindrique. Donc, tac, là on a la direction du point M donc, qui est définie par euro. Et donc ensuite, il nous faut la direction Eθ, même si elle ne va pas vraiment nous être utile ici. Enfin, Eθ ou Eφ, d'habitude on l'appelle plutôt. D'accord. Donc finalement, on va commencer par exemple par S1M. Donc ici, les chemins optiques, vu qu'on est dans l'air, c'est directement les distances. Donc on obtient chemin optique S1M est égal à la distance S1M. La distance S1M, je peux l'exprimer grâce à la racine carrée de la norme au carré du vecteur S1M. Donc c'est la méthode qu'on a l'habitude de faire. Or, donc le vecteur S1M avec châle, c'est OM moins OS1. Donc OM, eh bien, on voit, c'est uniquement la distance OM dans la direction euro. Donc c'est juste ρ euro. Et OS1, eh bien, c'est ce que je peux appeler DEZ.
Voilà. Donc quand je passe ça au carré, eh bien vu qu'ici le repère est orthonormé, eh bien on a uniquement ρ carré plus d carré. Donc S1M évidemment. En fait c'est Pythagore. Ici c'est facile vu qu'on a bien un angle droit entre OS1 et OM, donc c'est Pythagore et non pas Al-Kashi. Donc S1M c'est la racine de d carré plus ρ carré. Alors, si on est dans le cas où l'écran d'observation est placé loin par rapport à sa propre dimension. Donc par exemple, l'écran va faire quelques centimètres, au maximum une dizaine de centimètres, et on va le placer à quelques mètres. Donc dans cette hypothèse, eh bien, D est très grand devant ρ. Alors, même, ce n'est pas forcément aussi abrupt que ça, puisque ici, je compare D carré à ρ carré. Donc il suffit que ce soit D carré qui soit très grand devant ρ carré, et donc c'est moins réducteur que D très grand devant ρ. Donc, entre guillemets, ça sent le développement limité. Donc je mets d carré en facteur, ça fait d facteur de 1 plus ρ carré sur d carré. Et donc en faisant le développement limité au second ordre en ρ carré sur d carré, ou au premier ordre en epsilon, si j'appelle ça epsilon, ça fait d facteur de 1 plus 1 demi de ρ carré sur d carré. Ok, on fait pareil avec S de M. Donc S de M, finalement, la seule chose qui change, c'est que OS2, c'est D plus 2E. Donc S de M, ça va être égal à racine de, entre parenthèses, D plus 2E au carré plus ρ carré. Ok, alors D plus 2E. Alors E est extrêmement petit par rapport à D et ρ, ça c'est une évidence. E, ça va être de l'ordre du micromètre. Donc c'est vraiment très 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 petit. Donc ici, si je développe, ça fait racine carrée de D carré plus 4ED plus 4E carré plus ρ carré. Et donc on a E carré qui est vraiment ridicule par rapport à D carré et ρ carré. Donc ce terme-là, je peux le simplifier. Ensuite, je mets D carré en facteur et je me retrouve avec D racine de 1 plus 4E sur D plus ρ carré sur D carré. Donc tout ça, je peux l'appeler epsilon pour faire le développement limité. Et donc on obtient D facteur de 1 plus 1 demi de epsilon, c'est-à-dire plus 2E sur D plus ρ carré sur 2D carré. D'où la différence de chemin optique. S de M moins S1M. Et bien finalement, ici, on a la même chose. Ici, on a la même chose. Donc finalement, il ne reste que 2E. Et donc l'intensité au point M est égale à 2I0 facteur de 1 plus cosinus 2pi sur lambda fois 2E. Alors on est content, on a trouvé un résultat, mais ce résultat d'un point de vue pratique n'est pas très intéressant. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que l'intensité en chaque point de l'écran ne dépendait pas du point de l'écran, puisque ce qui définit le point de l'écran, c'est sa distance au centre ρ. Et donc ici, on voit que dans les conditions de l'expérience, eh bien, l'intensité finale ne dépend pas de ρ, donc ne dépend pas du point M. Donc autrement dit, l'intensité va être constante sur l'écran. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a dit, ok. Et donc si on fait la simulation numérique, eh bien c'est effectivement ce qu'on obtient. Donc ici on a pris D égale à 3 mètres, on a pris un écran de, donc ici l'unité n'est pas précisée, donc c'est les mètres forcément, donc on a pris un écran de 10 cm. Donc ainsi, eh bien, on a bien une teinte unie qui correspond à l'intensité calculée au-dessus, avec ici ce qui est à l'intérieur du cosinus qui vaut ce que ça vaut, puisque ça dépend de 2E, donc ça va dépendre de la valeur de E, que j'ai d'ailleurs oublié d'écrire ici, mais donc on voit que eh bien, l'intensité vaut 3,8 en intensité normalisée, donc c'est I sur I0, donc ça ne vaut pas 4. Ce qui veut dire que ici le cosinus ne vaut pas plus 1, ça vaut un petit peu moins. Bah, du coup ça vaut
ça vaut 0,9 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et donc ça dépend de E. Alors, si on veut voir des franges d'interférence, qu'est-ce qu'il faut changer? Eh bien, il faut changer l'une des hypothèses. Et donc, l'une des hypothèses qu'on a faites, c'est que D était très grand devant ρ. Donc, si D n'est plus très grand devant ρ, eh bien, on ne va plus pouvoir faire le développement limité. Et donc, il ne va plus y avoir cette simplification-là. Et donc, a priori, on devrait avoir une intensité qui dépend de ρ. Sauf que le calcul, vu qu'il ne se simplifie pas, eh bien là, ici, donc j'aurai un gros terme qui va dépendre de ρ sous 2 racines. Donc, c'est pas évident à étudier. Bon, par contre, pour l'ordinateur, il n'y a aucun problème. Donc, dans la simulation numérique, on a mis les vraies distances. Donc, on a vraiment fait la distance S2m moins la distance S1m qu'on a mis dans l'expression de l'intensité. Donc, ça, c'est le résultat exact, sans aucune approximation. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Et donc, on voit bien ici ces franges circulaires qui se font. Et par contre, on voit que d'un point de vue pratique, on est à 8 cm. Donc on a vu au départ la photo d'un Michelson, donc c'est-à-dire que vraiment on le colle quasiment à la lame semi-réfléchissante. Donc c'est pas très pratique, et en plus on voit qu'on n'a que globalement une seule frange. Donc ça en pratique, pour utiliser le Michelson comme on verra à la fin, eh bien c'est vraiment pas idéal. Donc on va carrément changer le mode d'observation, donc on va passer à une observation à l'infini. Donc on va utiliser le montage habituel. Observer les interférences à l'infini, ça veut dire qu'on observe les couples de rayons qui sont parallèles l'un avec l'autre, puisque pour se croiser à l'infini, il faut qu'ils soient parallèles. Sauf que ensuite, vu qu'on ne peut pas observer à l'infini, eh bien on va ramener entre guillemets l'infini à distance finie grâce à un montage lentille convergente plus écran placé à la distance focale. Donc c'est ce qu'on a déjà fait pour les trous de Young. Alors allons-y. Donc ici, hop, parmi l'infinité de rayons, j'en considère un, par exemple celui-ci. Tac. Et donc ensuite, pour la source 2, donc parmi l'infinité des rayons, eh bien, je vais prendre celui qui est parallèle. Je vais considérer celui qui est parallèle. Alors, voilà. Donc théoriquement, ils vont se rejoindre à l'infini, mais à cause de la lentille, eh bien, ils vont se rejoindre ici sur l'écran. Donc pour savoir où, eh bien, on fait toujours la méthode habituelle. Donc je fais à peu près. Donc ici, on va avoir un angle qu'on va appeler alpha. Alors j'espère que c'est bien comme ça que je l'ai appelé plus loin. Donc alpha ici. Tac. Et donc, on a les rayons qui vont se croiser ici en ce point M. Tac. Donc l'écran, ici, je vais prendre un repère. Donc par exemple, je vais prendre X comme étant la coordonnée verticale ici, parce que, comme on l'a dit ici dans l'écriture, on sait, toujours avec la symétrie axiale, que les franges d'interférence vont être circulaires. Donc en fait, je me place ici dans le plan de la feuille, et je sais que de toute façon, si par exemple ici j'ai un max, eh bien j'aurai un max partout sur le cercle ici. Alors d'ailleurs, je ne vais pas l'appeler X, je vais plutôt l'appeler ρ, puisque c'est la distance au centre. Ok, donc ça c'est bon. Et donc il faut bien se rappeler que pour calculer l'intensité au point M, eh bien, il faut considérer que le point M va à l'infini, puisqu'ensuite la lentille ne change rien à la différence de chemin optique, au déphasage. Donc il va y avoir entre les deux rayons qui normalement devraient aller au point M à l'infini. Donc autrement dit, il faut regarder, il faut chercher la différence de marche sans prendre en compte ici le montage derrière. Donc il faut se demander, est-ce que ces deux rayons vont parcourir le même chemin pour arriver au point M à l'infini dans cette direction? Eh bien, c'est évident, si on imagine que le vert et le bleu font une course, eh bien, le vert, il est complètement handicapé ici, puisqu'il part de plus loin. Donc il est défavorisé. Alors de combien plus loin, entre guillemets? Eh bien, pour que ce soit à égalité, il faudrait que les deux rayons partent ici. Là, si S2 était ici, le rayon vert et le rayon bleu auraient la même distance jusqu'au point M à l'infini. Donc on voit bien que le rayon vert a tout ça en plus à parcourir. Or,
ici, on a également l'angle alpha entre l'horizontale et le rayon vert, puisqu'ils sont parallèles. Donc ici, il y a l'angle alpha. On connaît cette distance-là qui est 2e, et ici, il y a un angle droit. Donc autrement dit, ce qui nous intéresse ici, c'est le côté adjacent de alpha, connaissant l'hypoténuse. Donc en fait, cette distance-là, si j'appelle ça h, eh bien S de h, c'est égal à l'hypoténuse fois cosinus alpha. Et donc ça, c'est égal à S de m infini moins S1m infini. Et donc, on peut directement remettre ça dans la formule générale de l'intensité. Donc de pi sur lambda vide fois donc le chemin optique S de m moins le chemin optique S1m. Et donc, on vient de le voir, cette différence de chemin optique, on le trouve assez facilement, c'est 2e cos alpha. Donc c'est bien ce qu'on a écrit ici. Donc là on a mis un signe égal parce qu'on n'a fait aucune approximation. Maintenant, ce qu'on observe en réalité, c'est ce qui va se passer sur l'écran. Donc on aimerait bien traduire cette intensité au point M à l'infini, en réalité en intensité au point M de l'écran. Donc il va falloir faire le lien entre ici, entre ici ce qui caractérise le point M à l'infini et ce qui va caractériser le point M sur l'écran. Donc comme on a déjà fait avec les trous de Young, on sait que ici ce qui va caractériser la position du point M, c'est le même angle alpha, toujours par construction. Donc vu qu'ici on a également l'angle alpha, on peut faire de la trigonométrie dans ce triangle-là. Et donc on va pouvoir relier alpha à ρ, et donc ensuite remplacer dans la formule qu'on vient d'écrire. Alors donc dans ce triangle, on a clairement tangente alpha qui est égale à ici ρ, sur cette distance-là qui n'est autre que la distance focale. Voilà. Donc ici on a cosinus alpha, là on a tangente alpha. Alors, alpha reste petit, puisqu'on est toujours dans les conditions de Gauss. Donc ça, on sait que c'est aussi la même chose que sinus alpha. Oui, mais c'est cosinus alpha qu'il nous faut. Mais on sait que cosinus alpha, vu que cos carré plus sin carré égale 1, eh bien cos alpha, c'est égal à racine carrée de 1 moins sin carré alpha. Donc, je vais pouvoir remplacer cos alpha par racine de 1 moins sin carré alpha, qui est donné ici par ρ sur f'. Donc on obtient racine de 1 moins ρ carré sur f' carré. Ce qui fait que quand je remplace 2e cos alpha par racine de 1 moins ρ carré sur f' carré, eh bien j'aurai l'intensité au niveau du point M, sauf que en faisant l'hypothèse toujours que alpha reste très petit, eh bien ρ sur f' reste très petit, donc je peux, là j'ai fait un développement limité ici au premier, donc je peux aussi faire un développement limité ici, et donc ça je peux dire que c'est également environ égal à 1 moins 1 demi de ρ carré sur f' carré. Donc on remplace, et on obtient eh bien, cette expression dans laquelle j'ai oublié le 2. Ici. Donc 2e, facteur de 1 moins 1 demi de ρ carré sur f' carré, qui est ici. Donc voilà, on a l'intensité en un point M de l'écran, et on voit que cette intensité ne dépend que de ρ, c'est-à-dire que pour tous les points M pour lesquels ρ est égal à constante, c'est-à-dire pour les points M sur des cercles, eh bien l'intensité est une constante. Donc on retrouve bien le fait que les franges sont circulaires ici. Alors maintenant il reste à donc voir la figure d'interférence.